Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Marion. Je voulais vraiment te remercier Marion de venir sur Oli et Thanato pour ce nouvel épisode et puis rien de mieux que toi pour te présenter, alors du coup je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi. Je suis très, très contente de pouvoir, faire, cet épisode avec toi, et pouvoir partager, un petit peu mon histoire. Alors moi, qui suis-je? Alors on me connaît, plus souvent sous le pseudonyme de Volange et qui suis-je? Eh bien, en fait, je suis une thérapeute, qui accompagne des femmes dans la reconstruction et le chemin, en fait, enfin voilà, les diriger dans ce chemin de reconstruction suite à des traumas, des violences, sexuelles, conjugales et cetera. Tous ces traumas qui sont liés à l'enfance et je les accompagne, à retrouver, le chemin, en tout cas, du moins, j'essaye de les guider sur le chemin de la reconstruction. Donc voilà. Voilà ce que je fais dans la vie et qui je suis. Mais ça répond pas à la question: «Qui suis-je?» En fait, je suis en train de me rendre compte de ça. Qui suis-je? Eh ben, je suis une jeune femme de 26 ans qui, croque la vie à pleines dents et qui en profite parce que je sais très bien que la vie est très courte, pour avoir eu, pas mal de deuil dans ma vie. Donc maintenant j'en profite à fond. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler justement dans cet épisode-là et voilà, et j'adore ce que je fais et je profite, de chaque instant. Ça c'est un truc, c'est mon mantra. Et t'as bien raison, ça montre à quel point la vie elle est impermanente, à quel point elle tient à un fil et que c'est même pas du jour au lendemain, c'est d'un instant à l'autre, tout peut s'arrêter et je ne pense pas me tromper en disant que tu es arrivée dans ce métier, dans cette profession pour prendre le côté pro, non pas par hasard, mais justement de par, ton parcours et est-ce que tu veux déjà nous en toucher 2 mots? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que le métier que je fais aujourd'hui, il est venu, j'allais dire, il m'est un peu tombé dessus comme ça, mais en même temps, c'est je crois qu'au fond, c'est ce que je désirais. Mon histoire, en fait, c'est que si aujourd'hui j'accompagne des femmes et des hommes d'ailleurs aussi, hein, mais c'est majoritairement des femmes sur ce chemin de la reconstruction, c'est que moi-même j'ai été victime, de 8 ans à, on va dire, 10-11 ans. J'ai du mal à dater encore, aujourd'hui parce que les souvenirs sont très flous, en fait, tout simplement. J'ai été victime d'inceste et donc d'une agression sexuelle et j'arrive à dater certains moments clés, voilà, comme le mariage de mes parents, des choses comme ça, mais c'est tout. Il y a des choses que j'arrive pas à me souvenir, en fait, et donc j'ai vécu un inceste, par un donc l'inceste, c'est quelqu'un, qui, nous agresse et qui fait partie de la famille et en fait, pendant des années, j'en ai pas parlé tout simplement parce que, ma mémoire d'enfant a totalement, effacé, en fait, de ma mémoire ces images-là. C'est ce qu'on appelle, l'amnésie traumatique, en fait. C'est une réaction qui est naturelle pour, le corps, en fait, qui tend à protéger l'enfant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est normal et ça vise à protéger, en fait, l'enfant. Et puis j'ai grandi comme ça, mais tu vois, avec, beaucoup de problèmes de santé, des choses comme ça, des trucs un peu inexpliqués, on n'arrivait pas trop à savoir. Mais bref, voilà, je comprenais pas trop à ce moment-là. Et puis est venue, la période où j'ai eu mes 18 ans et puis j'ai commencé à fréquenter des hommes, ce qui somme toute était, enfin dans la logique des choses. Et puis j'ai eu un premier rapport avec un homme et en fait là j'ai, eu une remontée d'images qui, m'est revenue en mémoire. Donc j'ai tout de suite pris panique et sur le moment, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à personne parce que je me suis dit: «Non mais en fait, je suis en train complètement d'inventer ce qui est en train de m'arriver», tu vois?
Donc je me dis: «Non mais je vais pas en parler tout ça», mais ça m'a détruit en fait à ce moment-là quand même, parce que c'était récurrent, il y avait des frayeurs nocturnes, il y avait des cauchemars, il y avait des bref, je voyais vraiment les images et tout ça et j'ai gardé tout ça pour moi pendant 3 ans. Jusqu'à ce que, à un moment donné, pour la faire très courte, j'ai renoué, des contacts avec un membre de ma famille et qui, un jour, je lui dis: «Écoute, faut que je te dise un truc, faut que je t'avoue un truc». Elle me dit: «Mais je sais déjà ce que tu vas me dire». Je dis: «Mais c'est pas possible, tu peux pas savoir et tout». Elle me dit: «Si, si, je sais, ce que tu vas me dire». Je dis: «Bah voilà», je dis: «Telle personne dans ma famille a abusé de moi». Elle me dit: «Oui, je savais déjà». Alors là, ça a été la douche froide. La douche froide parce que je me suis dit: «Mais personne n'en a jamais parlé». En fait, pour moi, c'était, voilà et j'étais prise entre 2 choses, c'est-à-dire c'était, à la fois j'étais rassurée parce que j'ai pas inventé, tu vois? L'idée de, bah, c'est pas j'ai pas inventé ces histoires, ce que j'imagine, c'est que ça s'est vraiment passé donc il faut se faire confiance. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut se faire confiance quand on a ce genre de remontée d'images et la deuxième chose, c'est que je leur en voulais énormément et je lui ai dit: «Mais pourquoi vous n'en avez jamais parlé?» même à mes parents. Ce à quoi ils ont répondu: «Bah, on pensait que tu t'étais jamais aperçu de ce qui s'était passé». Voilà, donc et là j'ai fait: «Bon, d'accord» et en fait cette personne-là a pris la défense de l'agresseur, donc j'ai coupé très vite, les ponts et à la suite de ça, bah, du coup les choses se sont un peu les langues se sont déliées parce que j'en ai parlé à mes parents, enfin voilà, ça a été aussi, très choc et très brutal pour eux et la même année, donc on est en 2018, la même année en fait je finis par, tomber en dépression post-traumatique. Pourquoi? Parce qu'un matin, en fait, je gérais moi-même toute seule et à un moment donné, j'étais arrivée en master de droit des affaires et je me lève un matin, je tombe, en fait, littéralement. Parce que mon corps n'en pouvait plus et c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, quand on ne parle pas, quand on ne libère pas notre parole, quand on n'extériorise pas, le corps finit par vous lâcher complètement et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis levée, je suis tombée. Voilà. Et j'ai pris rendez-vous avec un médecin et c'est là qu'on m'a dit mais je lui parle de ça, à ce médecin-là. Je lui dis: «Voilà, il m'est arrivé ça». Elle me dit: «Mais vous faites une dépression post-trauma, en fait, comme un stress post-traumatique», sauf que là, j'étais, anéantie donc j'ai arrêté mes études à la suite de ça et c'est de là que j'ai entamé une thérapie. Voilà, le début de la reconstruction. Donc voilà en gros un petit peu mon histoire, et ce pourquoi je fais ça aujourd'hui, quoi. Merci pour, ce témoignage à cœur ouvert. Je sais que c'est pas forcément simple, déjà de parler de soi dans un premier temps et encore plus quand on parle de choses qui sont sensibles, qui sont vachement intimes, qu'on a pu garder aussi pour soi pendant, de très nombreuses années, en tout cas dans ton cas. Et avant de revenir un peu plus sur le fait de comment tu as réussi à sortir du silence et voilà, ce que tu auras aussi envie de nous partager. Tu es, toi de ton côté, thérapeute de résilience et j'avais envie de te demander un peu, qu'est-ce que tu mets derrière le mot résilience? Et je te fais les 2 questions en une, peut-être que pour moi, elles sont d'une certaine manière un peu liées. Et quelle est ta définition pour toi du deuil? Parce Ah que, ouais, justement pour moi, c'est assez lié. Donc tu as tout à fait raison. C'est extrêmement vrai. Alors la définition de la résilience, je la tire beaucoup de cet auteur que j'aime beaucoup, qui est Boris Cyrulnik, qui est, le pour moi le papa de la résilience et alors c'est dans un tout autre domaine, Boris Cyrulnik, parce qu'il a beaucoup travaillé et œuvré pour les histoires de guerre et cetera, notamment, des traumas, d'enfants de guerre et comment ils ont grandi avec ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais le terme vient de là déjà et après ce terme-là, s'est généralisé grâce à Boris Cyrulnik d'ailleurs, en termes de voilà, reconstruction suite à un trauma et pour moi la résilience pour moi, la définition personnelle que je pourrais en donner, mais on peut trouver des similitudes avec Boris Cyrulnik, c'est l'idée que j'estime aujourd'hui alors c'est quelque chose que, peut-être des personnes ne partageront pas, mais je suis vraiment convaincue qu'on peut se reconstruire absolument de tout. Peu importe le trauma, et je parle de trauma, hein, parce que je reviendrai sur la notion de deuil après. Peu importe le trauma qu'on va vivre, je pense que l'on peut, se reconstruire de tout à partir du moment où évidemment on se fait accompagner, on a les bons outils, les bons conseils et cetera et c'est bien plus que ça parce que la résilience, c'est je suis capable de me reconstruire de tout, mais je suis aussi capable de faire quelque chose de ce que j'ai vécu. Dans l'idée, c'est que OK, j'ai
j'ai accepté et je suis OK aujourd'hui et pour moi, j'en parle assez librement, en fait, tu vois? Même, c'est pas que je suis, sans émotion, aujourd'hui, mais j'en parle plus facilement, plus librement. Pourquoi? Parce que j'ai tout un travail de reconstruction qui est derrière ça. Donc le travail de résilience, il est fait, mais en plus, j'en ai fait quelque chose de ce truc-là. Alors, je dis pas qu'il faut absolument, se mettre sur les réseaux sociaux, en parler, en public, et cetera, mais à notre échelle, on peut très bien œuvrer pour, dans une association, de femmes victimes de violences. On peut faire quelque chose de son histoire et le porter plus haut que soi, voilà. Et pour moi, c'est ça la définition de la résilience, c'est je fais mon travail pour moi et je suis capable de me relever de cette épreuve-là, mais en plus, je suis capable de faire quelque chose qui va me dépasser en plus. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour moi, mais c'est aussi que je vais le faire peut-être dans un sens, dans une dimension, que c'est pour les autres aussi, tu vois? Donc pour moi, la résilience, c'est un peu ça et la notion de deuil, alors c'est très intéressant parce que je œuvre aussi pour, généraliser cette notion-là. Le deuil est souvent assimilé à deuil, décès. Pas du tout. En fait, pour moi, le deuil, c'est, quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. C'est que c'est toutes les épreuves qu'on va pouvoir vivre et à partir du moment où il y a une rupture, une perte, la fin de quelque chose, c'est un deuil. Donc voilà, ça peut être la fin d'une histoire d'amour, ça peut être, effectivement le fait de perdre quelqu'un, mais ça peut être tout simplement je vais faire tomber ma tasse préférée, c'est un deuil. Je vais, je sais pas, perdre mon collier, parce que j'ai été dans une attraction, c'est un deuil, par exemple. Donc à partir du moment voilà, ça c'est pour moi la notion de deuil et la notion de trauma que j'ai pu employer, notamment de traumatisme. En fait, la notion de trauma, je l'envisage aussi beaucoup à partir du moment où parce qu'il y a des gens qui vont avoir tendance en fait, je dis ça, je clarifie ça parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah bah, ce que tu as vécu, c'est beaucoup moins grave, ou c'est plus grave que ce que j'ai vais vivre» et cetera. Pour moi, il y a pas de notion de gravité et c'est qu'à partir du moment où une épreuve est choquante, impactante pour nous et elle a un impact dans notre vie quotidienne et voire même dans plusieurs domaines de notre vie, c'est un trauma pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le trauma, c'est, des violences de guerre, des violences d'attentats, des violences de je sais pas, mais ça peut être aussi, une nouvelle de, je sais pas, votre famille, coupe les ponts d'un seul coup, voilà, il y a pas forcément cet aspect de violence, mais c'est choquant, c'est impactant, donc c'est traumatisant pour soi. Donc voilà, c'était mes définitions que j'ai en tout cas, je sais pas si, d'autres partagent ça, mais c'est ma vision de voir les choses, ouais. Bah, en tout cas, moi, je la partage et je trouve ça vachement plaisant d'entendre d'autres personnes que soi-même pardon, d'entendre d'autres personnes que soi-même parler du deuil de cette manière-là, en fait. Moi, je le dis souvent, c'est, ben, il y a un événement qui fait qu'il y a un avant et un après et oui, il y a la fin de quelque chose et comme tu l'as donné en exemple qui pourrait paraître bateau sur un collier, par exemple, ou sur une tasse ou sur un livre ou un t-shirt ou même un jean qu'on déchire et qu'on a depuis des années qui nous tient à cœur parce qu'il est symbolique ou pas, enfin, en réalité, qu'importe. Mais je trouve ça super intéressant, super pertinent aussi, en tout cas moi de mon côté, parce que c'est la vision que j'en ai, donc je suis peut-être pas non plus super, super objective et je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au trauma et un peu à, l'échelle des émotions qu'il y a derrière, en fait. Comme tu disais, il y en a qui vont dire: «Bah oui, mais moi, c'est moins grave» ou «Moi, c'est moins important». Comme on peut retrouver en fait dans le deuil où, ah ben, tu as perdu un enfant, ah ben, c'est plus grave et plus important et plus difficile que moi qui ai perdu un parent ou un frère ou une sœur ou un ami. Alors qu'en fait la souffrance et les émotions qui sont reliées à ce traumatisme, à cet événement, à ce deuil, elles sont vachement personnelles en fait et il y a pas de comparaison à avoir. C'est exactement ça. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que justement parce que moi je me suis vraiment posé cette question-là de pourquoi est-ce qu'on a tendance à comparer en termes de gravité? Et je me suis vraiment questionnée là-dessus. Alors après ça c'est du fruit de mes expériences, des personnes que j'ai pu accompagner tout ça et j'en suis arrivée à un constat qui est que je pense que c'est une forme de protection de soi en disant: «Ah, bah, ce que tu as vécu, c'est plus grave que ce que j'ai vécu» et du coup, c'est une tendance à minimiser peut-être ce qui nous est arrivé. Sauf que je dis: «Non, en fait, il y a pas de moins grave ou plus grave ou de c'est voilà, c'est que c'est important ou c'est impactant à partir du moment où, eh ben, ça a un impact dans notre vie de tous les jours, quoi» et que,
Si on a du mal à avancer, si on estime que, bah, là, j'arrive pas à passer à autre chose et cetera, c'est que c'est impactant dans notre vie, en fait, tout simplement. Il y a pas, et je pense que parce que j'ai été comme ça, en fait, aussi. Je me disais: «Ah bah, ça va, c'est moins grave, ce que j'ai vécu que d'autres personnes et cetera». Puis après, je me suis dit: «Mais arrête de te comparer aux autres». Déjà, on peut pas comparer, des histoires. Ça, c'est peut-être que les histoires sont différentes, mais les émotions et le ressenti sont exactement les mêmes. Pour avoir accompagné plusieurs personnes, qui ont, sensiblement vécu de près ou de loin les mêmes choses et même pas les mêmes faits, on observe qu'en fait, quelqu'un qui va être victime de violences sexuelles ou de violences conjugales ou de traumas, liés à l'enfance par, des parents qui ont, clairement été, trop sévères, enfin voilà, même violents vis-à-vis de leur enfant, c'est pas les mêmes histoires, mais c'est les mêmes émotions et les mêmes ressentis et c'est les mêmes impacts et ce qui est important aussi de retenir, c'est que le schéma de reconstruction, il est exactement le même. C'est super pertinent ce que tu dis parce qu'en effet, toutes les histoires sont uniques. Elles sont toutes différentes parce que, ben, on a tel lien, telle personne, tel âge, tel moment. Donc chaque situation est unique, mais on va dire que à l'inverse, il y a un panel d'émotions qui est pas pour le coup infini et unique dans lequel chacun va piocher. Après, il y a toujours, voilà, des spécificités, des particularités et tu entames un peu le sujet du chemin de la reconstruction. Et bah, vas-y, je te laisse le micro parce que je sais aussi que tu as un podcast qui s'appelle «De l'agression à la reconstruction». Donc, je sais que c'est un terme qui t'est cher, qui est aussi en lien avec la résilience, qui est en lien avec la croissance post-traumatique, qui est en lien avec le fait d'accepter ce deuil et puis d'aller vers un renouveau. Alors, je te laisse la parole, tout simplement, en fait. Bah, je te remercie. Alors, je reprends par exemple de mon histoire pour, comprendre, mon cheminement en fait, et co ce que j'ai mis en place pour arriver justement à cette reconstruction-là. Quand du coup, je suis tombée en dépression post-traumatique, j'ai été voir du coup une psychothérapeute, oui, c'était ça, psychothérapeute ou je sais plus, enfin bref et on a entamé du coup, ça a duré, quand même 1 an. On a entamé du coup ce processus de reconstruction et tout ça et du coup, ça m'a beaucoup aidée. On a travaillé sur des notions comme les émotions, on a travaillé sur, plein de sujets un petit peu, tu vois, de développement personnel et puis à commencer alors je parle de ça, c'était du coup en 2019 donc je vois émerger sur les réseaux sociaux des trucs de développement personnel, puis je me dis: «Tiens, ça fait tilt avec ce que je fais en séance». Du coup, je commence à m'y intéresser et tout ça mais je pars du constat, en fait, très simple qui est que, OK, les séances, chez la psy, c'est génial. Ça me fait du bien, je la vois 1 fois par semaine ou toutes les 15 jours. Mais en fait, à partir du moment où je rentrais chez moi, je me sentais terriblement seule et je savais plus quoi faire, en fait. Et j'étais là, je fais: «OK, c'est bien, j'ai parlé pendant 1 heure, mais maintenant je sais il va falloir que j'attende 1 semaine, voire 15 jours pour la revoir. Je fais quoi en attendant?» Et en fait, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas». Alors de moi-même, j'allais, bah, regarder des trucs. Je me suis énormément intéressée aux émotions parce que c'est un truc qui m'a passionnée, donc j'ai lu des tas d'articles de scientifiques, de machins pour comprendre comment ça fonctionnait dans notre cerveau. Enfin, je me suis vraiment, autodidacte, quoi. Je me suis intéressée à ce sujet-là. Ça m'a énormément aidée et il y a plein de sujets comme ça de développement personnel aussi, où j'ai vraiment pris le temps de chercher et en fait, je me suis dit: «Mais, c'est génial, c'est-à-dire que les séances de psy ça m'aide, mais je me disais que, ouais, le principal travail aussi, c'était moi-même, en fait. Donc du coup, j'ai développé mes propres outils, si je puis dire ça comme ça, pour pouvoir avancer. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine chronologie, pardon, dans les étapes de reconstruction et que j'ai, clarifié un peu tout ça. Je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, mais si j'ai envie d'avoir plus confiance en moi, il va peut-être falloir que, du coup, je comprenne un peu qui je suis. Il faut peut-être que je fasse la paix avec mon histoire parce que comment je vais avoir confiance en moi si déjà j'ai ce truc-là?» Donc en fait, voilà et j'ai développé mon propre parcours de reconstruction. Parcours que je propose maintenant désormais dans mes séances de thérapie notamment, mais alors c'est pas quelque chose qui est venu, comme ça, de brut en blanc évidemment. C'est avec, du temps, avec, beaucoup de lectures, beaucoup de trucs et cetera, plus des séances. Ça m'a permis de me dire: «Bah oui en fait, je dis pas qu'il y a un chemin de reconstruction et puis, basta et que le mien il est mieux que tous». Non, c'est pas dans l'idée, mais c'est que pour moi, c'est logique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent: «Mais j'ai envie d'avoir plus confiance en moi». Alors ouais, c'est une chose, mais il faut déjà reprendre l'origine de la chose. C'est pourquoi est-ce qu'on a perdu confiance, par exemple, tu vois? Donc
voilà, j'ai mis en place ce truc-là de reconstruction qui a très bien marché sur moi et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir le partager sur les réseaux sociaux. Donc là, on est en 2019 à peu près et j'ai commencé un peu à partager, des bouts de voilà, de reconstruction et tout ça. Sauf que ça a fait un tel écho que, en très peu de temps, mon compte il a, évolué, d'un seul coup et j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Et j'avais plein de plus en plus de messages de personnes qui me disaient: «Ah mais c'est génial, merci de parler de ça parce que, du coup, je me reconnais là-dedans. Merci de pouvoir, témoigner» et cetera. Donc voilà, c'était génial. Et en très peu de temps, mon compte a beaucoup, beaucoup évolué. Alors j'ai beaucoup pris peur aussi de de l'autre côté. Mmh et c'est pour ça que du coup après je me suis dit: «Mais il y a surtout un événement dans ma vie qui a fait que, je me suis lancée». Mais je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose à faire effectivement dans ce sens-là» et de me dire: «Mais pourquoi est-ce que je garderais ce qui a fonctionné que pour moi? Est-ce que je pourrais peut-être le partager aux autres en fait, et d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires et qui pourraient aussi se reconstruire?» Et de là est né, du coup le programme de reconstruction que je propose aujourd'hui. Mais voilà, c'était pour expliquer un petit peu le cheminement que j'avais mis en place, pour en arriver là. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux justement nous dire un petit peu, comme tu l'as dit, ça reste, ton chemin est ce que toi tu proposes et qui peut matcher avec certaines personnes, moins avec d'autres et c'est OK. Il faut que chacun puisse trouver aussi son chaussure à son pied pour reprendre, cette expression de l'an 40. Mais, est-ce que tu veux nous partager un petit peu, ben, justement le chemin de reconstruction qui a été le tien, que tu proposes aussi aujourd'hui, un petit peu dans les étapes, dans les outils? Pour moi, il y a 3 grandes étapes, en fait. Tu as la première étape qui va être la grande partie sur, l'acceptation. C'est-à-dire que dans un premier temps, je trouve qu'il est important de travailler et de prendre du temps d'accepter. Alors c'est pareil, le mot acceptation, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est accepter, c'est pas tout accepter non plus. Donc ça, c'est ce que, aussi j'enseigne, maintenant. Mais, pour moi, c'est déjà dans un premier temps de mettre à place notre passé, notre trauma et cetera et de cheminer vers le terrain de l'acceptation, justement. Ça, c'est la première grande étape pour moi. La deuxième grande étape, c'est qu'une fois qu'on a réussi à accepter, en fait, notre, histoire, c'est qu'on va pouvoir se libérer des conséquences de l'histoire. J'ai même pas parlé de la partie émotionnelle qui pour moi est le pan, le plus important parce que, moi je prône l'idée que tu connais tes émotions, tu te connais, par cœur quoi. Donc, voilà, je quand on est vraiment à l'écoute de ses émotions, en fait, on sait qui on est donc, voilà, déjà Ce ça qu'on aide nous à apprend reconnaître, pas à faire. voilà, ce qu'on nous apprend pas à faire et ce que j'essaye de j'allais dire je milite pour ça aujourd'hui carrément, ouais, je milite à fond là-dessus, mais c'est vrai, pour moi, c'est la base, le b.a-ba qu'on devrait apprendre à l'école, mais bon, donc voilà. Et donc après, en fait, on travaille pour moi sur les conséquences du trauma. C'est-à-dire que maintenant que je suis OK avec ça, voilà les conséquences que ça m'a fait dans ma vie et du coup, je vais pouvoir me libérer de ça. Quand je dis la libération des conséquences, ça va être toutes les peurs qui sont engendrées autour du trauma. Toutes les croyances qu'on va se faire. Voilà, pendant des années, je me suis dit: «Ouais, j'ai accepté, mais les hommes, ils sont tous mauvais», tu vois? C'est-à-dire que je suis OK avec mon histoire, mais moi, ma croyance, c'était: «Tous les hommes sont mauvais, ils vont être méchants avec moi». Donc il faut apprendre aussi à se libérer de tout ça. Et une fois qu'on a fini de travailler alors sur ce gros deuxième point, la troisième étape pour moi, c'est de répondre à la question parce qu'en fait, voilà, je suis passée par là. Puis arrivée à ce stade-là, je me suis dit: «OK, super, bon, bah, tu OK avec ton histoire, tu t'es libérée de tes peurs et tes croyances maintenant, c'est cool, mais tu fais quoi maintenant?» C'est bien, tu fais quoi de ta vie, tu parce que enfin, je remets dans le contexte, hein, j'avais arrêté mes études, j'avais pas de boulot et cetera, pour moi, c'était comme si, on m'avait jeté du train en marche et puis, «Débrouille-toi», quoi, tu vois? Fallait que je retrouve quelque chose à faire. Et donc pour moi, la troisième grande étape, c'est justement d'avoir des moyens de pouvoir se donner un nouvel élan. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant, je vais pouvoir me redonner confiance. Maintenant, je vais pouvoir, mettre des choses en place. Je vais pouvoir me mettre des objectifs. Je vais pouvoir, me dire, ce que j'aime pas. Je vais pouvoir aller creuser au fond, qu'est-ce que j'aime moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Donc voilà, pour moi, c'est les 3 grandes étapes. J'ai schématisé un peu, mais voilà, pour moi, c'est vraiment acceptation, libérer les conséquences et après c'est pouvoir se donner un nouvel élan. Pour moi, c'est un peu ça la reconstruction.
Ouais, bien sûr et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aime bien le dire en disant aussi, et tu me diras si c'est quelque chose que tu partages ou pas, que c'est pas des étapes qui sont forcément linéaires en mode 1, 2, 3, mais que sur toutes les thématiques qui sont, en lien avec ce trauma ou en lien avec ce deuil ou en lien avec cet événement, bah, il y a des choses sur lesquelles tu peux être dans la dynamique de l'étape 1, d'autres où tu peux être dans la dynamique de l'étape 2, d'autres où tu peux déjà avoir touché un peu cette reconstruction et être dans la dynamique de l'étape 3. C'est un peu le Triskel, tu sais, de, breton où les 3 étapes, enfin les 3 cercles triangles là sont imbriqués les uns dans les autres. Est-ce que c'est une vision que tu partages aussi ou est-ce que pour toi c'est plutôt linéaire? Alors, je le partage aussi parce qu'on peut passer, voilà, d'une étape à une autre. Par contre, c'est souvent le processus que je rencontre, c'est d'un retour en arrière. Parce que quand on fait alors il y a 2 choses que je voudrais dire. C'est que la première chose, c'est que quand on travaille sur de la reconstruction, je le vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, ça a tendance à révéler d'autres choses. Donc du coup, pof, on revient à l'étape 1 et on retravaille ce truc-là. Le 2e truc que je voulais dire, c'est que alors je suis d'accord avec toi, c'est modulable. Mais il y a une toute petite limite à ça, c'est dans l'idée que, par exemple, tout le travail qu'on va faire sur la confiance, l'estime de soi et par exemple, l'image que je vais avoir de mon corps, je vais pas pouvoir la travailler dans la partie 1 ou le faire dès le premier truc, selon moi. Pourquoi? Parce que je vais répondre à un truc enfin, pour moi, c'est logique, en fait, dans ma manière de travailler, mais c'est je ne vois pas comment est-ce que je vais pouvoir aimer mon corps si déjà je n'ai pas accepté, d'avoir subi une agression. Le lien, il peut pas se faire. Comment je peux avoir confiance aux autres si, d'un premier temps, je me suis fait agresser par, ou j'ai été harcelée à l'école, par exemple, voilà, j'ai été harcelée à l'école, comment est-ce que je peux faire confiance aux autres? Donc je vais pas pouvoir travailler sur la confiance aux autres si déjà, dans un premier temps, j'ai pas accepté ou travaillé sur le trauma qui était, le harcèlement scolaire, par exemple. Ouais, on est d'accord là-dessus. C'est vraiment la base est quand même d'accueillir et d'accepter et après il y a différents petits points, des différents événements, différents sous-étapes où justement, comme tu l'as dit très justement, on peut aussi parfois alors c'est pas revenir en arrière, mais finalement il y a des choses qui se réveillent, qui nous redemandent de partir à l'étape 1 pour retravailler l'accueil de ces émotions, l'accueil de cet événement, le processus d'acceptation. Puis parfois on fait un bond, on passe dans l'étape 3. C'est pour ça que le chemin, il est pas unique et que moi j'aime bien aussi travailler en individuel. Je pense que c'est quelque chose que tu dois partager, sans dire que le collectif n'est pas efficace, au contraire, mais il sert d'autres objectifs selon moi et ce côté individuel, ben, permet vraiment de faire face à vos émotions, d'intégrer vos émotions et tu parlais tout à l'heure des outils justement sur cette phase de libération. Est-ce que tu as envie de nous citer, quelques exemples ou de nous en partager un? Dis-nous. Alors un outil, il y en a tellement parce qu'en fait, moi je crois que l'outil principal que moi je mets en œuvre en tout cas, enfin un outil majeur, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est dans la compréhension des notions que l'on transmet. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui et là je pense que les personnes que j'accompagne, elles vont me dire: «Ah oui ça Marion, on sait que tu es très, carrée dans ce truc-là». C'est qu'on aujourd'hui dans le développement personnel, on a plein de notions très belles qui fleurissent, qui sont: «Oh l'amour de soi, oh tiens faut être maître de son destin, oh tiens on parle de l'enfant intérieur» et je me rends compte en fait que c'est des notions qui, sont très beaux sur le papier, mais qu'on n'approfondit pas assez et quand je pose la question aux personnes: «Mais c'est quoi pour toi la confiance en soi?» Bah, personne ne sait me répondre. Donc je pense que l'outil principal et majeur déjà dans une reconstruction, c'est pas tant il y a des gens qui me disent: «Ah mais par quoi est-ce que je commence?» En fait, commence par ce que tu veux, par ce qui t'appelle le plus, par ce qui résonne le plus en toi, mais par contre, c'est va au bout et va comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment. Pour moi, je pense que c'est ça l'outil, le plus important, c'est de comprendre, ce dont on parle. Parce que j'ai eu ce truc-là aussi de quand je suis tombée dans le développement personnel, ah bah là, je voulais tout savoir, je voulais tout connaître, je voulais les moindres trucs. Donc du coup, je suis passée d'un sujet à un autre et cetera. Puis après, je me suis posée, je me suis dit: «OK, tu t'intéresses à plein de trucs, mais en fait, est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles?» J'étais là, je fais: «Bah non, en fait, attends, là, je suis en train de lire un truc vite fait sur le lâcher prise, puis après je vais repartir sur, la notion du bonheur ou un truc comme ça, qui n'a rien à voir» et en fait, on prend pas le temps de s'imprégner et de chercher, en fait, à l'intérieur d'une notion. Donc pour moi, à mon sens, c'est vraiment d'approfondir les notions
que l'on peut voir ou qu'on veut, traiter, enfin voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi d'aller au bout des choses. C'est vrai que tu parles du développement personnel, il y a énormément de notions qui sont, génériques, fourre-tout, où on y met, beaucoup de choses et finalement parfois pas grand-chose et on ne sait pas quel est réellement le fond de cette notion et que parfois on ne sait même plus la définir. Enfin, souvent, c'est un peu le côté, amour, confiance, estime de soi. Il y a beaucoup de personnes pour qui, en gros, c'est la même chose, quoi. Alors qu'il y a quand même des différences et je suis tout à fait d'accord sur le fait d'aller au bout des choses, d'aller au fond des choses, d'aller au fond d'une notion, d'aller au fond d'une libération, au fond d'un concept. Parce que, ben, pour moi, c'est un peu le principe de l'oignon. Tu vas toujours plus en profondeur, en fait, quand tu épluches un oignon. Parfois, tu en pleures parce que, bah, ouais, c'est pas toujours agréable, ça peut être inconfortable. Parfois, tu en pleures de rire parce que tu te dis: «Bah, merde, aujourd'hui, j'épluche un oignon et j'en pleure pas et je comprends pas, alors ça me fait rigoler». Donc il y a les 2, mais c'est vraiment aller toujours plus en profondeur et j'aime bien dire que souvent, au creux même d'un oignon se cache un autre oignon à aller éplucher, à aller découvrir. Alors, je vais pas dire que c'est un éternel recommencement parce que ça paraîtrait vraiment démotivant et c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus, soit on le voit en mode aller en profondeur ou, des escaliers, des marches en fait qu'on passe et où en fait on met d'autant plus de choses, de bagages, de ressources on va dire plutôt dans notre bagage et dans notre sac à dos qui nous serviront aussi pour plus tard, pour d'autres événements, pour d'autres deuils encore une fois avec la signification du deuil au sens large pardon qu'on peut partager toutes les 2. Et moi j'avais, quelques questions, on va dire un peu plus sur le côté, justement des violences sexuelles. Enfin, violences sexuelles, toutes ces notions traumatiques qu'on a pu aborder jusque-là. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que toi tu as fait ou pas, si tu as ou non déposé plainte ou si tu l'as simplement, partagé, on va dire en catimini à la famille, aux amis. Mais, je me demandais si tu avais un point de vue là-dessus, le fait de est-ce qu'il est possible de se reconstruire finalement sans porter plainte? Est-ce qu'il est possible de se reconstruire en le gardant pour soi, tout en s'en occupant? Est-ce que tu as un avis sur cette question-là? Ouais, alors je pense que la question alors moi j'ai un point de vue, mais je tiens juste à préciser que c'est un point de vue qui est strictement personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que je suis pas le modèle de. Le fait de porter plainte ou pas, c'est une question qui est vraiment, vraiment que personnelle et qui ne devrait être prise que par nous-mêmes, nous les victimes. Donc pour répondre à ta question, non, je n'ai pas déposé plainte. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que, je me suis vraiment posé la question, ça m'arrive de me la poser encore aujourd'hui, mais j'estime que c'est pas quelque chose qui personnellement va m'aider à me reconstruire. Pourquoi? Parce que le travail que j'ai fait à côté, c'est ça qui m'a aidé à me reconstruire. Maintenant, on peut voir les choses différemment et on peut se dire que oui, déposer plainte va m'aider à reconstruire, va m'aider à tourner une page, va m'aider à dire toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est personnel et qui appartient à chacun parce que, c'est pas parce que je fais ça qu'il faut faire ça ou que je n'ai pas fait ça qu'il faut ne pas le faire aussi, enfin voilà. Donc non, j'ai pas porté plainte parce que, ayant fait du droit, je sais, très bien que c'est très compliqué de prouver, quoi que ce soit donc voilà et puis d'autant plus que je ne suis pas sûre que moi ça m'aide à me reconstruire. Je me suis reconstruite différemment. Maintenant, voilà, c'est libre à chacun de faire comme il a envie. Si demain je devais le faire, je le ferais pour une chose, c'est peut-être pour aussi, aider d'autres à ne pas subir la même chose peut-être ou si, il y a eu d'autres victimes par la même personne, par exemple. Chose que je ne sais pas, mais voilà, ça pourrait peut-être, aider en ce sens, mais sinon, moi ma reconstruction elle est faite, mais ça dépend vraiment de chacun. Ouais, bah, j'aime beaucoup ta réponse parce que justement, ça redonne finalement le pouvoir à chacun de prendre sa propre décision et de savoir qu'est-ce qu'on met derrière une action, derrière un événement. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va m'aider? Et je trouve que c'est vraiment ce qui ressort en fait de ton partage et de cette réponse, c'est que bah, revenir à soi et à est-ce que ouais, je le dirais vraiment comme ça, est-ce que ça va m'aider moi personnellement à me reconstruire? Parce que c'est aussi s'engager dans des démarches administratives qui sont lourdes, hein, c'est pas les plus fun, c'est pas juste, un petit rendez-vous à la gendarmerie qui dure 5 minutes et puis c'est bon, n'en parlons plus. Donc, il y a aussi
on va dire un coût? Je parle pas de financier, mais plus en termes d'énergie, en termes de il faut réexpliquer l'histoire et cetera. Est-ce que c'est des choses qui sont OK pour vous? Ou est-ce que vous avez en fait finalement tout simplement, envie vous de vous reconstruire et puis, il y a un peu ce côté enfin c'est le truc qui me vient, tu me diras pareil si ça résonne en toi, mais, chacun sa conscience en fait. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'il faut être prêt aussi à reparler, à et cetera, à refaire face à tout ça? Donc de toute façon, il faut se faire accompagner en ce sens aussi, je pense, si on fait une telle procédure. Mais pour moi, c'est tout vraiment, c'est une quelque chose qui est vraiment personnel et qu'on n'a pas et que ça, c'est important de le dire, les autres autour de nous n'ont pas à prendre part sur ce choix-là. Si on a envie de le faire, on le fait, si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. Mais on n'a pas à recevoir l'influence des personnes autour de nous de: «On le fait ou on le fait pas». Ça, c'est important. C'est un choix qui est personnel. Ça ne regarde que nous. Si, moi j'ai eu beaucoup dans ma famille, enfin pas forcément ma famille, mais, dans on va dire les amis et cetera que j'ai pu avoir qui m'ont dit: «Mais, pourquoi tu as pas porté plainte, quoi?» Et j'ai envie de dire: «Et pourquoi pas?» En fait, c'est quelque chose qui m'appartient à moi et juste à moi, donc si j'ai envie de le faire, je le fais, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, mais voilà. Et puis il faut s'y sentir prêt aussi. Il faut s'y sentir prêt comme une étape de reconstruction d'ailleurs, hein, il faut être prêt à se reconstruire aussi, c'est pas toujours le cas. On peut être, c'est 2 choses différentes que de prendre la parole et de vouloir se reconstruire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Aujourd'hui, tu sais, on encourage beaucoup les femmes à prendre la parole et encore heureux, merci qu'on encourage les femmes et d'ailleurs, je vais parler au nom des victimes plutôt, pas que des femmes, mais on encourage les victimes à prendre la parole, à parler, à dire: «Voilà, j'ai vécu ça» et cetera. On encourage ces personnes-là à parler, mais je trouve que et c'est pour ça que je me bats dans des associations, je me bats pour ce que je fais à ma petite échelle, mais je me bats pour dire: «Mais ça suffit pas!» C'est-à-dire qu'on va nous accompagner à l'instant T, on va trouver des psys, des thérapeutes et cetera à l'instant T où ça s'est passé, mais après on vous jette dans la vie et vas-y débrouille-toi. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas juste une reconstruction comme ça, d'un mois ou 2. Bah, voilà, on OK, vous avez vécu ça, bon, bah, on va prendre la parole et tout ça. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça ne suffit pas, ça n'aide pas les gens à se reconstruire et combien sont les personnes qui me demandent de les accompagner parce que justement le travail d'avant n'a pas suffi, en fait et je trouve que c'est bien dommage. Mais voilà, encore une fois, je m'écarte un peu du sujet, mais pour le dépôt de plainte, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment personnel pour moi et qui ne regarde que soi. Tu as tout à fait raison. Non, tu t'écartes pas du sujet parce que ça allait me faire rebondir sur le fait d'oser en parler ou non, mais je voulais juste faire un lien sur ce que tu disais avant, le côté un peu injonction sociétale de «il faut». Il faut ou il faut pas, il faut le faire à ce moment-là ou pas, comme on peut un peu avoir aussi dans le deuil. Il faut, revendre la maison parce que ça fait X temps, ou il faut, ben, ne plus avoir les affaires, ou il faut tourner une page, ou il faut ceci, il faut cela, mais encore une fois, ça vous regarde vous, c'est votre parcours, c'est votre temps à vous, c'est vos émotions, c'est votre histoire aussi, encore une fois, même si le panel d'émotions derrière peut rester commun, c'est votre histoire et votre reconstruction. Il y a personne d'autre que vous qui sait mieux que vous-même à quel moment les choses doivent être faites. Alors après, on est d'accord qu'il peut y avoir des moments où ça peut devenir plus compliqué, j'ai plus le terme, je cherche mon terme, des complications notamment, enfin je pense par rapport au deuil, ce qui est tout à fait OK, pathologique, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais c'est pas non plus une majorité des cas. C'est pas parce qu'au bout de 3 mois, vous avez encore des photos, du défunt, par exemple, dans votre salon, qu'en soi, il y a mort d'homme, quoi. Enfin, l'expression n'est pas bien choisie, mais elle est venue comme elle est venue. Et la question que j'allais avoir, je vois que tu voulais rebondir. Ouais, si, je voulais juste rajouter que, par rapport au fait de prendre la parole, je rebondis là-dessus parce que c'est une question qui revient souvent et qu'on m'interpelle beaucoup par rapport à ça. Sur le fait qu'on me dit: «Voilà, je me souviens de ça, mais je sais pas si je dois en parler à la famille ou pas». Alors cette question-là, je pense que c'est bien de pouvoir en parler là, dans cette interview, parce que c'est quelque chose qui va porter et qui est généralisé et que ça va peut-être répondre à d'autres personnes. Je pense aussi que c'est quelque chose qui vous regarde vous. Quelque chose que j'ai appris dans mon parcours de reconstruction, c'est que vous pouvez déjà libérer la parole pour vous. À un professionnel, à un ami proche, à quelqu'un, peu importe, c'est déjà d'avoir pris la parole. Maintenant, si vous avez envie
de le partager à la famille et de libérer de votre parole, alors faites-le. Si jamais vous vous posez des questions sur: «Ah oui, parce qu'il faut que», c'est non. Il faut pas le faire dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose, c'est vous êtes libre d'en parler ou pas. Et le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est quand vous racontez votre histoire, la plupart du temps, on va faire face, alors souvent la famille, à des personnes qui vont vouloir à tout prix savoir dans les moindres détails ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous est propre. Votre histoire, elle vous appartient à vous. L'agression que vous ou la les violences que vous avez, le trauma, en fait, de manière générale, que vous avez vécu, vous êtes libre d'en parler dans les détails ou pas. Moi, à plein de personnes, personne ne sait, bon, maintenant j'ai sorti un bouquin, donc bon, maintenant, le truc est divulgué et que du coup maintenant, tout le monde sait dans les détails ce qui s'est passé. Mais pendant des années, je n'ai dit que j'ai été victime d'inceste et ça s'est arrêté là. J'ai pas raconté des détails de, bah, c'était, la nuit du machin, truc et tout ça. J'ai pas raconté des détails. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'appartient et c'est quand on travaille sur la reconstruction, c'est ce qu'on apprend en fait à reformer notre bulle de protection qui s'est cassée avec, l'agression et quand on reforme cette bulle de protection là, eh bien, on apprend à dire ce qu'on a envie de dire et justement de garder pour soi ce qu'on n'a pas envie. Donc voilà, c'était juste pour, compléter ce que tu disais, mais, la prise de parole, elle est aussi personnelle et le choix de ce que l'on dit ou pas est personnel aussi. Mais non, mais c'était très juste, c'est venu parfaitement au bon moment parce que tu m'as devancé, ça allait être ma question de base. Mais je voulais justement rebondir parce que c'est vrai que c'est le fait de poser aussi ses limites, c'est d'apprendre à savoir ce qui est OK ou pas pour soi. Quelle émotion aussi ça va, moi, me faire vivre, me faire ressentir, si j'en parle, si j'en parle pas, où est-ce que je me sens le mieux? Si je me sens le mieux sans en parler, ben, peut-être que, en tout cas à l'heure actuelle, au moment présent, peut-être que c'est ce chemin-là. Et peut-être que dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, ça aura changé parce que la vie évolue. Je me serais reconstruite, j'aurais avancé dans mon travail, que ce sera plus facile pour moi d'en parler et cetera donc Exact, oui, oui, c'est exactement ça. C'est un choix qui est personnel et il faut pas, se laisser sous la pression des autres ou de, la société qui fait que: «Ah bah, faut absolument que tu en parles», quoi, voilà. carrément. Et la question du coup que j'avais, c'était si éventuellement il y a des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient en parler, ou elles se reconnaissent en disant: «OK, c'est vraiment un choix, c'est une volonté, c'est pas un il faut que». Mais, ben, forcément, j'ai certainement peut-être des peurs, des craintes, des doutes, le regard des autres, enfin, tout un panel de peurs et de craintes. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou peut-être quelque chose à faire, quelque chose que tu aurais envie de leur partager pour leur permettre d'être sur leur propre chemin de reconstruction, si c'est quelque chose qui est aligné pour elles? Bien sûr, alors si, tout dépend en fait le besoin, mais si c'est un besoin d'être entendu, ou d'être, accompagné et cetera, donc là, dans ces cas-là, heu, la prise de parole peut se faire auprès d'un professionnel ou thérapeute ou psychologue ou et cetera, quelqu'un qui va vous accompagner, mais encore une fois, tout dépend le besoin. Si c'est, simplement d'exprimer ça et puis, voilà, je pense que de se rapprocher de quelqu'un qui est professionnel, qui est neutre, qui sera là pour vous écouter, ça peut être un premier pas. Ce que je recommande aussi beaucoup aux victimes, c'est de se rapprocher de groupes d'associations qui, notamment je pense au CIDFF, là où moi j'interviens aussi, pour des dans le cadre d'ateliers et cetera, où ce sont des regroupements de groupes de parole, de personnes victimes de violences, de toutes sortes, qui peut être aussi une écoute, une aide et surtout un soutien parce qu'en fait c'est, on se retrouve avec des gens qui ont vécu sensiblement la même chose que nous et on se dit: «Ah, je suis pas seule. Ouf, je suis pas seule» et parfois je peux vous assurer, enfin que ça fait un bien fou de se dire: «Je suis pas seule dans mon trauma, dans mes violences, il y a quelqu'un qui comprend, ce que j'ai vécu». Donc ça peut aussi aider, ou alors ça peut être tout simplement quelqu'un dans la famille avec qui, vous vous entendez super bien, un ami et cetera. Après ça peut être, comme on dit, la personne de confiance, mais ça peut être, voilà, qui à qui vous voulez. Ça peut être et c'est pas forcément quand on dit libérer la parole, c'est pas forcément le verbaliser avec des mots, et le parler, ça peut être aussi l'écrire. Ça peut être tout simplement d'écrire une lettre, ça peut être tout simplement d'écrire pour soi, d'écrire donc voilà, l'écriture, on sait qu'aujourd'hui, il y a des effets thérapeutiques à l'écriture. Donc voilà, ça peut être, voilà, je pense à ça, je sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, moi, je pense que, c'est des premiers chemins, vers une libération de la parole.
Bah, en tout cas, ça me fait beaucoup rire. Je pense qu'on doit être fortement connectés parce que les questions qui viennent après, tu les abordes en amont. Franchement, c'est trop bien. J'ai limite envie de te dire: «Bah, parle toute seule et moi je t'écoute et je fais oui de la tête». Mais justement, j'allais te dire ce côté-là où l'écriture peut aussi être un outil qui soit personnel ou qui soit partagé. L'écriture, c'est vraiment thérapeutique. Je sais que tu as écrit un livre, tu l'as aussi dit, là, à l'instant, juste avant, où justement tu as dit qu'avant les détails n'étaient pas forcément connus, ils étaient personnels et que maintenant, bah, forcément, ils sont plus, publics. Est-ce que tu veux nous dire, bah, un petit mot sur ce livre, sur, son pourquoi, son comment, Alors, son pourquoi, c'est que j'ai toujours dit, mais même avant d'être thérapeute ou quoi que ce soit, j'ai toujours dit: «De toute façon, un jour, j'écrirai un livre». C'était simple, c'était clair. J'ai dit: «Un jour, je le sais, j'écrirai là-dessus». Mais je ne savais ni quand, ni comment, enfin bon, bah, voilà. Et donc j'étais à la fac de droit, tu vois, à ce moment-là et je commençais déjà à écrire deux-trois trucs, en me disant: «Je vais sortir ce livre et tout ça, j'ai je sais pas, mais j'ai envie de partager quelque chose». Et puis, la vie a fait que j'ai abandonné le truc sur le moment. Je me suis dit: «Bon, bah, si un jour ça doit se faire, ça se fera et on reverra». Et puis, il y a 2 ans de ça, j'ai été contactée par une jeune femme indépendante qui me dit: «Voilà, écoute, je publie des bouquins, en auto-édition, je suis indépendante, si ça t'intéresse, dis-moi ton bouquin et puis, enfin, si tu as un projet, et puis je te le lis et tout ça». Je dis: «Beh, écoute, c'est marrant que tu me dis ça, il y a 3-4 ans en arrière, j'avais écrit un bout de truc, est-ce que je peux te l'envoyer et puis tu me dis ce que tu en penses, quoi?» Donc je lui envoie, elle tombe littéralement amoureuse du petit bout que j'ai fait. Elle me dit: «Écoute, c'est incroyable, tu as écrit avec beaucoup d'émotion et tout». Elle me dit: «Continue». Elle me dit vraiment: «Continue». Donc je fais l'accompagnement, elle m'aide parce que voilà, je me considère pas du tout écrivaine, hein, pas du tout. Donc j'écris comme je parle un peu, donc voilà, c'est pas facile, hein, du tout d'écrire. Je finis par terminer ce bouquin-là et en fait, on devait publier au mois de septembre, de l'année dernière. Et puis, en fait, je vois que le temps passe et puis, que la couverture est toujours pas faite et cetera. Bon, puis je finis par comprendre qu'en fait, cette femme-là qui m'accompagnait a été tellement, bouleversée par mon livre, émotionnellement, que ça lui a fait remonter des choses et qu'elle ne pouvait plus suivre le projet. Donc j'ai été très déçue, très triste. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, si ça se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire pour une bonne raison et qu'il y a autre chose qui m'attend». Mais je démords pas, je me dis, «Mon bouquin, il est fini, quoi, donc je vais pas m'arrêter là, je vais l'envoyer, en fait». Je me dis, donc je cherche, des maisons d'édition, dans le secteur du témoignage et tout ça. Je me dis, «Lâche pas Marion, envoie-le et tu verras bien». En moins de 15 jours, j'ai eu 2 contrats. Dans ma boîte aux lettres, j'ai 2 propositions de contrat. Je fais: «Bon, bah, voilà, j'ai plus qu'à choisir maintenant, celui que je veux». Et donc après, une longue étude parce que c'est, voilà, pour être tout à fait transparente et honnête, c'est un énorme financement, un bouquin, hein. C'est, le financement d'une vie, hein, si je peux dire ça comme ça. Et donc après, beaucoup de réflexions sur tout ça, je finis par accepter le contrat avec, la maison d'édition Les 3 Colonnes. Et donc là, on est en décembre, de l'année dernière et donc j'ai été publiée au mois de mai de cette année. Donc voilà, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup, beaucoup de travail et que j'en ressors extrêmement fatiguée parce que c'est très compliqué d'écrire, très compliqué de relire aussi, mais que c'est un projet qui me tenait tellement à cœur que voilà, je suis très fière, j'ai du mal à dire ça, mais je suis très fière d'avoir, été jusqu'au bout de ce projet. J'ai choisi la couverture que je voulais, enfin voilà, j'ai tout fait moi-même, tout ce qu'il y a dans le livre, c'est moi. J'ai fait des QR codes, j'ai tout fait, enfin c'est du détail quand on le regarde comme ça, mais vraiment ça m'a pris, 1 an pour tout faire. Donc voilà et de quoi parle le livre? Ça, c'était pour le processus du bouquin. Donc ça explique, mon histoire, tout simplement, mon histoire de vie, mais en même temps agrémentée de ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire de pouvoir transmettre et aider. Donc il y a plein de réflexions, plein de petits, conseils, outils. Il y a beaucoup de questions, en fait, qui sont ouvertes et que, j'invite les lecteurs à se poser ces questions-là et à prendre le temps, à prendre un papier, un crayon et à faire une introspection, en fait, tout simplement. Voilà. Je crois que ça résumerait le mot, c'est, le livre, c'est une introspection. Donc voilà, je pense qu'il est à lire, à relire pour bien,
tout saisir, mais c'est pas juste du témoignage, il y a beaucoup d'aide aussi dedans. Donc voilà. Et oui, je terminerai en disant qu'il est disponible, en fait, à la commande parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut pas imposer aux librairies de recevoir un bouquin. Donc en fait, il est disponible à la Fnac, à Cultura, à Amazon, à, De Citre, à Chapitre, enfin bref, voilà, à la commande. Donc vous pouvez aller dans votre boutique préférée, vous demander à ce qu'on vous commande le bouquin et vous allez le rechercher, voilà, après. C'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui veulent vivre cette introspection et découvrir comment tu as ancré, on va dire finalement, ancré, A-N et ancré E-N, cette reconstruction dans la matière, ta reconstruction, je devrais même dire, dans la matière, ce sera aussi dans les liens de l'épisode. Déjà, moi, je voulais encore une fois te remercier, te demander s'il y a quelque chose qu'on n'avait pas abordé et qui te tiendrait à cœur, ou même, si on a tout abordé, au-delà de ton livre, peut-être une ressource, un podcast, un outil. Tu as aussi ton podcast, comme on l'a cité, qui sera aussi dans les liens de l'épisode. Une citation, enfin, voilà, quelque chose que tu auras envie de partager. Et ben, j'ai envie de dire, alors effectivement, j'ai un podcast, j'ai un site internet qui regroupe tout ce que je peux proposer, mes accompagnements, mon bouquin et tout ça. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aurais juste envie de dire, c'est que, faites-vous confiance. Moi, je crois en vous. Ceux qui, nous écoutent, je crois vraiment en vous. Faites-vous confiance et vous avez mon soutien et vous n'êtes pas seuls. Ça, c'est important. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est important et qu'on peut se relever de tout, même si, je sais que certaines personnes vont dire: «Non mais c'est impossible Marion, tu es en train de nous dire qu'on peut se je peux me relever de ça alors que là je suis au plus profond et que j'arrive pas à me relever». Faites-moi confiance, je peux vous assurer qu'on peut se relever de tout, vraiment. Heu, je vais pas j'aime pas trop dire ça, mais parce que je voudrais pas qu'on me prenne comme modèle en disant: «Ah bah, il faut absolument que ma vie soit pareille», mais je peux vous assurer que tout ce qui m'est arrivé dans les dernières années, suite à ma reconstruction, j'ai vécu des merveilleuses choses, comme l'écriture d'un livre, j'ai sorti une collection de vêtements, j'ai eu, des tas de personnes qui ont rejoint, en fait, la belle communauté Volange. J'ai fait des nombreuses choses, même personnellement. Enfin, je veux dire, ça m'a aidée aussi dans ma vie de couple aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà. Donc oui, il est possible de se relever et vous n'êtes surtout pas seul. Voilà, je terminerai là-dessus. Ouais, je te remercie, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si, peut-être certaines personnes se sentent, dans le côté plus sombre aujourd'hui. Je donne souvent cette métaphore-là, mais derrière la plus grosse tempête, le plus gros orage, le plus gros truc pas cool météorologique que vous voulez, il y a toujours le soleil. C'est juste que, ben, il est pas là pour l'instant, mais il peut revenir et ça peut prendre du temps. Tout ça, c'est OK, mais il est toujours là, il est toujours présent et si c'est quelque chose qui vous met peut-être aussi un peu en colère en disant: «Mais de quel droit elle se permet aussi de dire ça?» C'est OK aussi, ça fait partie du processus donc voilà, chaque chose en son temps. Et surtout, c'est ça, chaque chose en son temps et surtout, c'est retenez bien un truc, c'est que votre histoire ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre trauma, vous n'êtes pas ça. La personne que je alors c'est particulier parce qu'on est dans un podcast, donc on nous écoute, mais la personne que je vois en face de moi, elle est pas, vous avez pas une étiquette de victime ou de violence, sur votre front. La personne que vous êtes, elle est celle que je vois et qui est devant moi, c'est pas, voilà. Donc vous n'êtes pas votre trauma, vous n'êtes pas vos violences, vous n'êtes pas ça ne vous définit pas. C'est ce que vous décidez d'en faire qui vous définit, c'est surtout ça qui est important. Merci beaucoup Marion et j'aurais une dernière question pour toi. S'il y avait, un ou une personne, enfin un homme ou une femme ou qu'importe, une personne tout court, que tu verrais au micro d'Oli et Thanato pour témoigner sur, ce large sujet du deuil, est-ce qu'il y a quelqu'un, auquel tu penses? J'ai envie de te dire Boris Cyrulnik, mais je pense que ça va être compliqué. C'est la deuxième personne à me le dire. Je franchement, ouais, j'aurais dit, il y a aussi une auteure que j'ai beaucoup aimée, que j'ai fait une interview avec elle et qui reprend un petit peu ces thématiques-là pour l'avoir vécu aussi, c'est Marie Tessèdre, qui a écrit Sur le chemin du cœur, que j'ai eu la chance de pouvoir parler, rencontrer et faire un épisode de podcast avec elle, qui est une femme incroyable et d'ailleurs je vous recommande son bouquin, ça m'a bouleversée son livre, donc vraiment je vous le recommande les yeux fermés et pour la petite histoire, c'est que c'est une histoire vraie son bouquin et moi j'ai été
désolée de l'expression, mais j'ai été sur les fesses, quand, la première question que je lui ai posée, parce que l'interview est toujours disponible si vous voulez, si vous êtes un peu curieux. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit: «Marie, dis-moi, est-ce que c'est une vraie, histoire?» Elle m'a dit: «Oui, c'est une histoire vraie que j'ai vécue», et alors là, j'ai dit: «Waouh!» Et vraiment, elle vous parle de résilience et d'un homme, en fait, qu'elle a rencontré qui avait violé, en fait, lors d'un festival, une jeune femme, et qui ne s'en est jamais remis, en fait. Et en fait, on suit son aventure et cetera, de tout au long du bouquin. Il va monter d'ailleurs le Kilimandjaro ou je sais plus quoi, enfin bref, voilà. Donc je veux pas trop en dévoiler. Allez, découvrir ce bouquin, mais je pense qu'une personne qui parle aussi de résilience ou de c'est Marie-Laure Tessèdre qui vraiment, waouh, son bouquin m'a bouleversée. Bon, bah, c'est noté alors. Je te remercie beaucoup en tout cas une fois de plus et puis, bah, à très vite. Merci beaucoup, merci à vous tous et puis merci à toi de m'avoir invitée. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.